Amis camping-caristes, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un détecteur de CO, donc de monoxyde de carbone. C'est ce petit capteur-là, je vais vous le mettre en photo après, que je raccorde toujours sur mon ESP32. Et là, j'ai mis aussi derrière un petit wattmètre pour voir la consommation. Alors pourquoi un détecteur de monoxyde de carbone? Tout simplement parce que c'est pour la sécurité, en fait. Dans le chauffage que je suis en train de concevoir, donc c'est un chauffage, pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi jusqu'à maintenant, qui va chauffer un camping-car à partir du gasoil, un peu comme le Webasto, toutes ces marques-là, le Vevor ou l'Autotherme. La seule différence, c'est que non seulement je vais chauffer le camping-car, mais en même temps, je vais mettre des cellules Sidbic thermoélectriques pour pouvoir produire de l'électricité tout en chauffant. Et plus on va chauffer, plus on va produire de l'électricité qui va compenser la consommation de la ventilation et du chauffage, mais en même temps, ça va en produire plus que nécessaire et on va pouvoir charger les batteries du camping-car avec une puissance assez significative quand même. Bon, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus puisque on avance progressivement vers l'élaboration du système. Je suis en train d'imprimer en 3D une maquette qui sera en grandeur réelle, à l'échelle 1. La seule différence, c'est que toute la ventilation va fonctionner, les registres, enfin tout, sauf le chauffage. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire fabriquer un chauffage en cuivre, un corps de chauffe en cuivre avec des ailettes de refroidissement en cuivre. J'ai expliqué dans mes vidéos précédentes pourquoi du cuivre, et tout ça est coûteux. L'idée principale de ça, c'est de proposer à des constructeurs de chauffage ou de camping-car de développer ce concept et puis de l'intégrer bien sûr dans leur camping-car, ce qui leur permettra de se différencier les uns les autres, parce que là j'ai été au salon du plein air, ils sont tous identiques les camping-cars. Vous prenez un intégral, hormis le fait que vous avez soit deux petits lits ou un grand lit au milieu, mais sinon le reste, il n'y a pas une grosse différence. Ils font tous la même chose, ils sont tous dans la même gamme de prix. Il n'y a rien qui les différencie. Bon, bien sûr, il y a les intégraux, les capucines, mais dans une tranche de camping-car comme l'intégrale, dans les 7 mètres, ils sont tous identiques. Il n'y a que le lit qui change, et bien sûr la décoration. Voilà. Bon, revenons donc à ce petit capteur de CO, de monoxyde de carbone. 3 fils dessus. L'alimentation 3,3 volts pour l'ESP32, raccordé à l'ESP32. La masse, et puis un fil pour la communication, pour venir l'interroger. On va revenir sur le code, je vais vous faire voir le code, je vais vous le mettre à disposition si un jour vous voulez faire un test, c'est pas mal, c'est pas excessivement cher. Celui-ci, je l'ai acheté 8 € sur AliExpress. Et pourquoi c'est intéressant dans le cas de figure du chauffage? Parce que ce capteur-là va pouvoir détecter s'il y a une fuite, par exemple, sur le gaz d'échappement du brûleur, qui risque de rentrer dans l'habitacle. Et comme on va travailler en tout air neuf, si jamais il y a un camping-car à côté qui tourne et que son pot d'échappement est dans la direction de la prise d'air du chauffage, évidemment, ce petit appareil-là va vous alarmer. Il va surtout arrêter la ventilation pour éviter d'injecter du monoxyde de carbone à l'intérieur de la cellule. Voilà en 2 mots. Maintenant, je vais venir vous parler maintenant de la différence entre CO et CO2, donc entre monoxyde de carbone et dioxyde de carbone. Bon, on va attaquer tout de suite d'ailleurs. Le monoxyde de carbone, donc c'est ça, ce sont des gaz issus des fumées. Donc c'est pas un gaz, je dirais, naturel, c'est dû à la combustion. Et c'est mortel, à faible dose. Alors que le dioxyde de carbone, c'est plutôt une combustion incomplète, ou alors c'est lié à la respiration, de la fermentation. Donc c'est moins dangereux,
C'est dangereux à haute dose, hein, mais dans un camping-car, il y a moins de risques que vous soyez... que vous ayez des soucis avec le dioxyde de carbone, surtout que là, le camping-car travaillera en tout air neuf. Hein. Donc, le monoxyde de carbone, lui, est très dangereux à faible dose. Donc là, on va mesurer des ppm. Hein, donc, ça sera une tension qui va sortir de la petite platine, qui va arriver sur le SP32. Et plus la tension va grimper, plus il y aura de monoxyde de carbone dans l'air, et à un seuil qui est très critique, hein, aux alentours de 30 ppm, on va arrêter la ventilation. Voilà. Et puis générer une alarme si on le souhaite à l'intérieur pour prévenir. Voilà l'idée générale. Là, je vous ai affiché donc les deux platines. Alors, celle que je vous ai fait voir, là, 7,99 €, et encore, ça peut être acheté beaucoup moins cher en Chine. Et l'autre, le dioxyde de carbone, bon, on va pas l'acheter, c'est un peu plus cher, ça vaut une vingtaine d'euros, mais aucune utilité dans le cadre du camping-car. À savoir quand même que ce petit composant-là a une durée de vie, quand il est à l'air libre, entre, je dirais, 3 ans et 5 ans. L'idéal serait de le remplacer tous les 3 ans. Il est livré dans une petite pochette comme ça, étanche, pour pas qu'il soit mis en contact avec l'oxygène, avec l'air. Et en fait, quand on livre le camping-car, l'idéal, c'est de le sortir et d'enclencher le petit module au dernier moment, de coller une petite étiquette dessus. Même le logiciel ESP32 pourra détecter la première date de mise en service et générer une alarme 3 ans après en disant écoutez, il faut remplacer ce petit composant-là qui vaut 8 €. Hein. Alors, ça, bien sûr, on vous le vendra, les constructeurs vous le vendront bien plus cher. Mais voilà, l'idée générale, c'est ça, c'est qu'il faut le remplacer quand même tous les 3 ans, 4 ans. Mais de toute façon, on pourra lire s'il y a une dérive ou pas. Hein. Dessus, on peut mettre un petit peu d'intelligence derrière qui va dire attention, là il commence à dériver, on n'a plus du 0 volt comme on doit avoir normalement quand il n'y a pas de monoxyde de carbone dans l'air, et si on est toujours au-dessus de 0 volt, c'est qu'il y a une dérive. Voilà, tout simplement, ça peut être quelque chose comme ça. Au niveau du code, bon, regardons justement, en parlant de code, le code que je vais vous mettre à disposition. Bon, voici le code développé sous l'interface IDE pour ESP32. Donc là, c'est un code pour ESP32. Je vais vous le mettre à disposition. Il faut simplement se rappeler que là-haut, il faut aller chercher le bon port COM sur lequel est raccordé votre ESP pour lancer le téléchargement et choisir ESP32 Dev Mobile. Parce qu'il y a plein de ESP32, il faut choisir celui-ci. Alors après, qu'est-ce que nous voyons? Bon, je rappelle ici, dans cette partie-là, que je suis raccordé sur le côté des 5 pins, hein, parce qu'il y a beaucoup de pins sur cette petite platine. Là, d'un côté, il y en a 5, de l'autre côté, il y en a 10. Donc, je me rappelle qu'il faut que j'aille du côté où il y a 5. Et puis, dans l'ordre, à gauche, on a la masse, le GND. Après, on a le 3,3 volts raccordé sur le SP32. Et puis après, je vais aller me raccorder sur le GPIO numéro 35. J'aurais pu en choisir un autre, mais c'est le 35. Le code est extrêmement court, extrêmement simple. Hein. Donc là, on rappelle le GPIO. Voilà, ici, ce sont des constantes. Qu'avons-nous ici? La vitesse de communication avec le serial. Voilà, une petite pause derrière. Et là, la lecture. Comme quoi, on affiche une première ligne. Voilà, lecture du ME2CO. Après, vous avez la boucle. Alors là, la boucle, elle est simple. D'en haut, on va chercher la valeur analogique du pin 35. Hein. Souvenez-vous, on a foutu dans ce... Comment dire? On a mis dans copine la valeur 35. Hein. C'est la variable, cherchez le mot. Voilà. Et après, on fait simplement le voltage, c'est quoi?
c'est la valeur lue multipliée par 3,3 volts et divisée par 4095. Alors pourquoi 4095? Un petit rappel, puis pour ceux qui ne savent pas, un processeur, un bit, c'est 2 états. Vous avez l'état 0 ou 1. Un ordinateur, il sait lire que des 0 ou des 1. Donc ça, c'est un bit. Sur les Arduino, on travaille en 10 bits. C'est-à-dire que c'est l'état 0 ou 1, c'était à 2 puissance 10. Et 2 puissance 10, c'est 1024. D'accord? Mais comme on est sur un ESP32, la résolution est meilleure, et nous sommes sur 12 bits. 12 bits, même principe, 2 puissance 12, c'est-à-dire 4096 valeurs. Et ces 4096 valeurs, si on prend les 3,3 volts et qu'on divise par 4096, on est capable de lire en résolution 0,000805 volts, c'est-à-dire 0,805 millièmes de volt, millivolts. Alors que si on était en résolution 10 bits, donc il aurait fallu diviser par 1024, et là, on était capable de lire que 4,8 millivolts. D'un côté, en 10 bits, vous pouvez lire maximum sur les 3,3 volts des pas de 4,88 millivolts. Quand vous êtes en 12 bits, vous pouvez lire des pas de 0,805 millivolts. Ça veut dire qu'on a une meilleure précision de ce qu'on fait. Et après, vous pouvez avoir du 16 bits, 24 bits. Plus vous rentrez dans les résolutions élevées, plus vous pouvez affiner vos mesures, en admettant, bien entendu, qu'il n'y a pas de bruit qui perturbe un petit peu ces informations-là, et que l'appareil qui vous donne les informations soit lui précis, parce que si il vous donne des valeurs à la louche, évidemment, vous pouvez les diviser par 4096 pas, vous aurez une résolution à la louche. Donc, tout ça, c'est une chaîne de mesure. Bon, tout est bien étudié. Le SP32, c'est un bon produit. Le capteur, c'est un bon produit. Donc, on peut lire donc une valeur de tension qui revient et qui permet, cette valeur de tension est proportionnelle à l'analyse faite par en CO, en monoxyde de carbone, entre 0 et 500. Vous en avez qui font entre 0 et 1000. Mais si vous faites entre 0 et 1000, les 0 et 1000, il va falloir bien le diviser par 4096. Donc on aura une précision moindre qu'une plage de mesure beaucoup plus étroite. C'est largement suffisant pour faire une mesure donc, dans l'air qui est véhiculé dans le camping-car pour alarmer aux alentours de, je veux dire, on peut mettre le seuil à 30 ppm, et 30 ppm, c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore mortel. Mais bon, il faut prévenir les gens qu'il y a du monoxyde de carbone qui arrive dans le camping-car. Voilà pour ce qui est du code. Alors en bas, ce que vous pouvez voir ici défiler, mais je vais vous le mettre, parce que c'est écrit petit, en photo tout de suite après. Alors voilà ce que je lis avec le SP32, c'est ce qui défile sur le moniteur. Évidemment, là c'est un défilement d'informations sur le moniteur, mais après on peut mettre du code pour gérer avec le SP32 la ventilation et gérer des alarmes. Petit rappel, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit oui, je vous ai fait voir qu'on divisait par 4095. Alors pourquoi 4095 ? Parce que il y a 4096 pas, en sachant qu'on démarre à 0. On ne démarre pas à 1, on démarre à 0. Donc, de 0 à 4095, ça fait bien 2 puissance 12, 4096 pas. Voilà. Des fois, on peut se poser des questions. Donc, je reviens sur mon interface. Vous voyez que c'est un ESP32 Dev Mobile qu'il faut utiliser. Et vous voyez, j'affiche la tension. Alors, au démarrage, il faut un certain temps
pour que le capteur y chauffe. Donc au bout mais ça va relativement vite, hein, au bout d'une minute, ça y est, il est opérationnel. Et là on voit, on était à 95 ppm, 94,3, 68,5, 43,9. Là il est en train de chauffer, et puis après on passe à 9 ppm, et après du zéro partout. Il n'y a pas de monoxyde dans l'air, là où je suis, donc c'est normal. Voilà, donc il faut gérer une petite temporisation avant de prendre les résultats et de gérer les alarmes. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pour une fois, la vidéo elle est rapide, puisque on est quoi? On va faire 20 minutes à peu près. Oula. Donc ce que vous voyez ici, j'ai soudé 3 fils donc, sur les 5 pins, pour pas vous tromper quand vous allez vous raccorder. Alors pourquoi j'ai soudé? Parce que les entraxes des pins, c'est pas les mêmes que sur un ESP32, et les pins sont plus fins. Donc j'ai été obligé d'aller souder dessus, et après j'ai mis de la gaine thermorétractable pour éviter, comme ils sont très très proches, que ça se touche. Mais vous voyez dans la partie haute, fil bleu complètement à gauche. Après, la deuxième à droite, c'est le rouge, c'est le 3,3 volts qui va sur le SP32. Et après, j'ai mis un fil vert qui va sur la borne, je crois que c'était 35 que j'avais utilisé. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble, un détecteur de monoxyde. Et puis, vous avez vu, c'est pas excessivement cher. C'est très important dans notre application, parce qu'on peut avoir soit un problème sur le chauffage, hein, je me répète, une fuite sur, ne serait-ce qu'une fuite sur ce capteur-là, là, au niveau du pas de vis, hein, pourtant il y a une petite bague qui va permettre de faire l'étanchéité avec les fumées, hein, et ben si jamais il y a une petite fuite là-dessus, ben, il faut qu'on puisse le détecter. Je ne le mettrai pas directement dans la gaine, je le mettrai à l'extérieur de la gaine, et je vais faire un système de dérivation d'une partie, mais une infime partie de l'air qui est véhiculé dans le camping-car, pour pouvoir lui permettre de se refroidir un peu, parce que ce capteur-là ne peut pas accepter des températures importantes, hein, surtout qu'on va souffler à 70 degrés, et il va falloir que ça chute un petit peu, et pour que ça chute, je vais faire une petite dérivation. Bon, je vous ferai voir comment on fait, hein, comme on a des différences de pression statiques dans la gaine avec les pertes de charge créées par différentes choses qu'il y a dedans, donc on va pouvoir faire des circulations d'air dérivées. Voilà, bah justement ce petit truc là, cette sonde lambda, ça va être la prochaine vidéo certainement que je vais faire, où je vais la tester, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Il y a 4 fils là-dessus, donc il y a 2 fils qui vont permettre d'envoyer du 12 volts pour chauffer, parce que cette sonde-là, il faut qu'elle soit chaude pour pouvoir faire l'analyse. Et une fois que le brûleur a démarré, bah, le brûleur va chauffer la sonde et on pourra couper l'alimentation 12 volts, un peu comme une bougie d'allumage. Et puis on récupère sur les 2 autres fils une information proportionnelle au mélange et au taux d'oxygène résiduel dans les fumées. Voilà, ça va permettre de contrôler que le mélange se fait bien qu'on va contrôler l'injection de gasoil et l'injection d'oxygène également en amont. Hein. D'un côté, on fait le bon mélange, et après on contrôle que le mélange est bien correct. Voilà, ça va être une des prochaines vidéos, pas forcément celle-ci. Je vais vous faire voir d'autres photos, voilà, avec mon petit wattmètre qui permet de mesurer la stabilité et la consommation donc, du petit composant, c'est 0,057 ampères, mais sous 5 volts. Voilà. Autre chose que je vais aussi développer et vous faire voir, c'est ce ventilateur-là. Alors ça, c'est un ventilateur particulier, c'est un ventilateur brushless, qui permet, à partir d'une alimentation, vous avez 4 fils aussi là-dessus. Voilà. Ça, j'en aurai 4 pour souffler l'air dans le camping-car. Il y en aura d'autres sur la partie clim au niveau du condenseur, pour refroidir le condenseur. Je pense qu'en tout, il y en aura 8 ventilateurs comme ça. Je vous ferai voir comment lire une courbe
de ventilation en fonction des pertes de charge ou des pressions disponibles. Ce ventilateur-là, c'est quelque chose de très particulier parce que on peut le faire varier la vitesse. Donc, deux fils d'alimentation 12 volts. On alimente en permanence le 12 volts. Il y a un fil qui va servir au PWM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier la vitesse de rotation. Et un autre fil, c'est le tachymètre, qui va nous permettre de connaître la vitesse de rotation du ventilateur. Et ça, on le fera sur tous les ventilateurs du chauffage, aussi bien celui qui traite l'air dans l'habitat que celui qui amène l'air dans le brûleur pour la combustion, et également ceux qui régulent le condenseur pour la partie climatisation. Ça permet également de voir si on commence à avoir un problème. Quand vous avez les 4 ventilateurs, vous leur demandez aux 4 de tourner à la même vitesse et qu'il y en a un qui se met à tourner un peu moins vite, c'est qu'il va lâcher. Donc, on peut avoir des prédictions de panne grâce à cela. Et surtout, ces ventilateurs-là, ils ont une pression disponible très importante. Pourquoi? Parce que la vitesse d'air en chauffage, par exemple avec le gasoil, ne sera pas la même que quand on sera en climatisation. Et les pertes de charge vont augmenter. C'est-à-dire qu'en climatisation, on va avoir beaucoup plus de débit d'air. Mais comme on augmente le débit d'air, eh ben on passe dans des radiateurs, dans des évaporateurs, et en doublant le débit d'air, on multiplie par 4 les pertes de charge. Voilà. Donc, bon, je vous expliquerai tout ça, c'est très passionnant. Mais ça serait une autre histoire. Voilà, donc on va y aller progressivement. Enfin, tout ça pour dire que je vous fais voir chaque brique que j'ajoute au chauffage. Et à la fin, je vous ferai voir le chauffage modélisé grandeur réelle, avec les ventilateurs qui tournent. Et là, pour l'instant, j'imprime H24. Vous voyez, par exemple, ça, c'est l'échangeur, un des 4 échangeurs qui sera sur les cellules SIDBIC. Alors, si vous regardez ici, là, vous voyez à travers ma main, ça, ce sont des ailettes de refroidissement. Sur une certaine hauteur. Tout ça, ça sera du cuivre. Pour l'instant, c'est en impression 3D. Voilà. Et ça va permettre de chauffer l'air du camping-car à partir du brûleur, mais en même temps de refroidir les cellules SIDBIC, les cellules thermoélectriques, qui vont permettre de fabriquer de l'électricité. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je suis bavard, un passionné de technique. J'espère que vous aussi, que ça vous intéresse. Écrivez-moi, faut pas hésiter à m'écrire si vous avez des questions. Et puis, profitez aussi de vos camping-cars, et puis les fêtes approchent. Je ne sais pas si je referai une vidéo avant la fin de l'année, mais sinon, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Et profitez bien de vos camping-cars.